Quand je rentre d'Australie en 1984, après donc pratiquement une année à la Jamanu, je décide de me réinscrire à l'université, cette fois-ci en thèse d'État, parce que en France, une thèse de 3e cycle ne suffit pas pour pouvoir encadrer des doctorants, encore faut-il avoir un poste, mais il faut ce qu'on appelle aujourd'hui une HDR, habilitation à diriger les recherches. Et puis, on me conseille aussi de rédiger quelque chose qui soit encore plus théorique que ce que j'ai fait dans ma thèse de 3e cycle, où pourtant j'avais 2 théories déjà très pionnières sur l'importance de l'histoire dans les rituels aborigènes et aussi sur la circulation des cordes de cheveux comme monnaie équivalent entre les femmes, entre les générations, entre les groupes locaux et entre des tribus de langues différentes. Et cet article qui a été publié dans Ethnologie en 83, dans la revue de Annette Weiner, était directement inspiré de sa théorie sur les possessions inaliénables qui valorisent les femmes. Et donc, je travaille avec 2 ethnologues, Bertrand Gérard, qui est mon compagnon à l'époque, archéologue et anthropologue aussi, qui est parti trop tôt, et Charles-Henri Pradel de la Tour, ethnologue et psychanalyste, sur la topologie, qui est utilisée par Lacan, mais je m'aperçois, en étudiant la parenté aborigène, en cherchant à la formaliser ou surtout à comprendre toutes les modélisations mathématiques qui ont été faites par différents mathématiciens, avec Lévi-Strauss et puis d'autres anthropologues, je me dis qu'il y a quelque chose dans la topologie qui est un champ mathématique qui n'a pas les mêmes propriétés que l'algèbre, c'est-à-dire ne compte que des propriétés qui restent quand on a déformé l'objet géométrique euclidien, donc comme un ballon sur lequel on tire. Ce n'est plus un ballon en cercle, ce n'est plus un petit ballon, mais voilà, ça garde les mêmes propriétés. Et il me semble que cette espèce de rapport en distension, comme ça, en déformation et en relativisation des mesures correspond bien à quelque chose que les aborigènes expérimentent dans le désert, déjà. C'est-à-dire que l'expérience de l'espace n'est pas du tout la même selon les saisons. Quand il a plu, on peut avancer doucement, s'arrêter. L'eau se dépose dans des pierres creusées. Voilà, on peut tranquillement chasser. Quand c'est la grande sécheresse, il faut parfois faire 100 km avant de trouver de l'eau. Et donc on vit autrement, il faut aller très très vite. La journée, parfois, on devait s'enterrer. Autrefois, hein, je parle des récits que m'ont fait les femmes et les hommes de leur expérience enfant, puisqu'ils ont connu le premier contact, les Walpiri, avec qui j'ai pu travailler. Et donc, parfois, ils devaient s'enterrer la journée, juste avec la tête qui dépasse, et mettre pour les hommes un bouclier sur leur tête, et les femmes leur plat en bois de à peu près la même forme, jusqu'à ce qu'on puisse sortir de terre et voyager quand le soleil n'était plus aussi fort. Et donc, on se guidait avec les étoiles. Bref, cette relativité de l'espace correspond au fait que on n'est pas du tout intéressé à mesurer en kilomètres la distance entre 2 lieux, mais ça se mesure par journée de marche en fonction des saisons. Cette relativité est déjà très intéressante, parce que du coup, l'espace s'étire selon les saisons. Il est plus ou moins long ou plus ou moins court. La deuxième chose que je trouvais très importante aussi, c'est qu'avec cette soixantaine de groupes locaux qui ont des lignes totémiques dont elles sont gardiens de dizaines de sites sacrés sur 100 km respectivement, donc ça fait une espèce de maillage et de réseau,
En fait, il n'y a pas un centre pour tout le monde. Chaque groupe a toute une série de sites sacrés et certains lieux qui sont plus importants que d'autres, mais pour faire la société des Walpiri, il faut que tous ces centres soient pris en compte. Donc ce n'est pas une géographie centralisée, hein. Il n'y a pas de métropole. Et donc ça change en fonction des personnes. Leur vision du réseau est différente. Donc il y a quelque chose il y a une sorte de multiperspective. Et c'est ce que je vais expliquer dans ma thèse d'État en choisissant d'utiliser la figure de l'hypercube. Et voilà, et cette thèse d'État sera soutenue en 88 et en 91, elle sortira sous le titre « Du rêve à la loi chez les aborigènes, mythes, rites et organisations sociales en Australie ». L'éditeur des presses universitaires de France, enfin c'était à l'époque Cusonnier, qui était responsable de cette collection consacrée à l'ethnologie, m'a conseillé de ne pas utiliser le mot topologie dans le titre, qui évidemment était le mot central dans la thèse d'État. Mais c'est la même démonstration. J'ai en fait changé assez peu de choses dans la fabrication de ce livre. Et voilà, j'ai supprimé certaines choses, parce qu'une thèse d'État, c'est toujours très long. Elle faisait 600 pages. Et donc, j'ai choisi la figure de l'hypercube. Pourquoi? Parce que en étudiant donc, tous ces systèmes de parenté, pas seulement les modélisations qui avaient été faites pour les Walpiri et les Aranda, qui ont un système assez similaire aux Walpiri, mais aussi d'autres systèmes qui fonctionnaient autrement, j'ai voulu tout brasser en même temps, avec l'hypothèse qu'il y avait une logique commune à la parenté. Et c'est l'hypercube qui m'a permis de le formaliser avec des dizaines, des centaines de diagrammes que j'ai fait pour cette thèse. Et bon, j'ai choisi un certain nombre de diagrammes finaux que l'on peut voir dans ce livre et qu'on peut voir aussi dans la traduction anglaise de mon livre « Les rêveurs du désert » qui est sorti en 89, donc un an après ma thèse d'État. Voilà la figure de l'hypercube. Parce qu'en fait, ici en France, un certain nombre de collègues pouvaient être critiques des modélisations à cette époque-là, dans les années 80, et considéraient que voilà, le structuralisme c'était fini et qu'il fallait passer à autre chose, comme si la valorisation de la dynamique des sociétés et de la prise en compte de leur histoire coloniale, précoloniale, était en conflit avec le structuralisme. Or, tout comme je m'étais intéressée à la logique contradictoire de Lupasco et du tiers inclus pour le livre sur les souterrains, eh bien en fait, j'ai toujours à l'idée, et la topologie le permet, de penser le contradictoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir deux points de vue différents quand on change de contexte et de perspective. Et l'hypercube, en fait, en propose 16 en même temps. 16 points de vue différents, ce qui, pour faire très vite, parce qu'il faut lire, c'est difficile à expliquer en 2 minutes, ce qui correspond à la répartition que les Walpiri et d'autres groupes qui ont la même organisation sociale de classification de parenté répartissent tout le cosmos, donc tous les totems, tout ce qu'eux appellent leur rêve, Jukorpa, en ces 8 catégories dédoublées en masculin et féminin, ça fait 16. Et donc du coup, toute la société, les hommes et les femmes, s'adressent dans des relations de parenté, tous ceux qui sont dans la même catégorie, ce qu'en anglais ils ont appelé des skins, leur peau, se considèrent comme frères et sœurs. Tous ceux qui sont dans une autre des 7 catégories restantes se considèrent comme époux potentiels. D'autres encore comme en relation de neveux et nièces et oncles et tantes paternelles. Et d'autres encore comme tel ou tel grand-parent, relation de grands-parents, petits-enfants. Et enfin, une catégorie essentielle, c'est la catégorie entre gendre et belle-mère. Et ces relations de parenté entre les gens qui sont classificatoires, qui sont dites de peau, du coup répartissent à peu près la société en 8 groupes. Mais tous les autres groupes de langues différentes qui ont aussi ce système en 8, eh bien,
et la première chose qu'on vous demande quand vous rencontrez quelqu'un, c'est quelle est ta peau, pour pouvoir se situer dans ce système et savoir si on doit appeler la personne frère-sœur, ou mère, ou père, ou, si c'est une belle-mère, interdit de lui parler. Ce tabou avait été repéré en Australie dès les premières observations de Spencer et Gillen, donc avec leur magnifique livre sur les Aranda, et aussi un peu, ils parlent des Walpiri et d'autres groupes du désert. Et c'est leur ethnographie qui avait servi à Durkheim et à Freud. À Durkheim pour écrire les formes élémentaires de la vie religieuse, donc, et à Freud pour Totem et Tabou. Et les deux, Durkheim et Freud, n'ont pas compris ce qui est là pourtant chez Spencer et Gillen, l'importance des lieux qui s'organisent entre eux en réseau de parenté correspondant à la répartition en 8 catégories de tout ce qui est nommé dans le vivant et de tous les humains. Et donc il y a des lieux qui sont en relation de frères et sœurs, il y a des lieux qui sont en relation de belle-mère et gendre, parce qu'il y a une continuité entre les humains, leurs totems, animaux, végétaux, eau ou feu, et les lieux dont ils sont gardiens, dont ils disent être le devenir. Donc, ce livre, Du rêve à la loi, est organisé du coup en 5 parties. Dans la première partie, et toutes ces parties sont, j'ai choisi de les nommer par des verbes, parce que cette notion, je défends une anthropologie dynamique à l'époque, dans les années 80, et cette idée qu'il faut comprendre les choses en termes de devenir. Devenir, évidemment, c'est aussi la philosophie de Deleuze et Guattari, que tout est devenir et non pas identité figée, mais en devenir, et donc en transformation, en métamorphose. Donc la première partie, c'est nommer et localiser. Vous avez compris, les lieux sont essentiels, ils ont tous des noms, des toponymes, et plus que ça, ils sont en général des condensations de vers chantés, et les lignes qui relient les lieux pour un groupe totémique sont en fait une série de versets de chants qui peuvent être chantés pendant des heures et qui peuvent aussi être racontés. Et dans l'annexe de ce livre, j'ai transcrit quelques récits magnifiques de quelques pistes donc, totémiques de rêve. Ensuite, la deuxième partie s'appelle « Agir et devenir ». Agir et devenir, c'est essentiel parce que c'est le terme en fait qui est utilisé par les aborigènes pour définir leur rituel. Les aborigènes du désert, donc, notamment les Walpiri, avaient choisi dans les années 80 de traduire leurs termes différents pour des rituels très différents. Donc, ils ont un terme générique, c'est Manu, jouer, mais vis-à-vis de l'anglais, ils choisissent le terme business. Busy, c'est être occupé, à agir. Et c'est aussi, évidemment, pour nous, l'économie, les échanges. Et c'est pour ça qu'ils choisissent ce terme. Parce qu'un businessman et un businesswoman, c'est des responsables des rituels, c'est-à-dire des responsables des échanges. Donc, on danse, on chante, on se peint d'une manière interdépendante entre groupes totémiques différents et avec des groupes d'autres langues, et tout ça, tous ces rituels-là participent aux échanges économiques entre les humains et les non-humains. Agir et devenir, donc c'est une partie où je parle des rites, des mythes, du masculin et du féminin en Australie. Ensuite, alliés et affiliés. Là, c'est la grosse partie sur la parenté, avec l'hypercube et les différentes formes d'hypercube. Puis, interdire et jouir. Et là, j'ai montré, je me suis intéressée à tous les tabous. Et donc, il faut que je précise que ce livre, en fait, chaque partie, un chapitre est consacré au Walpiri, sur une thématique, et le deuxième chapitre est consacré à une comparaison de ce que j'ai appris avec les Walpiri, avec tout ce que j'ai pu lire en 3 ans, et plus, puisque j'avais commencé déjà pour la thèse de 3e cycle, de travaux sur d'autres groupes aborigènes.
Parce que j'ai cette idée qu'au-delà de la singularité de plus de 200 groupes de langues différentes, il y a une même logique. Voilà, c'est ça la thèse d'État. Et c'est ça ce livre, Du rêve à la loi. Et donc, à chaque fois, je compare. Et là, en l'occurrence, je vais utiliser l'hypercube pour essayer de modéliser les tabous. C'est-à-dire que je les organise entre 4 contextes et 4 domaines. Donc, les domaines prennent en compte l'espace, la mort, les règlements, les conflits. Et puis les contextes, eh bien, ce sont le contexte thémique, parce que c'est par rapport au type de rituel. Ce sont les contextes d'alliance, donc autour de cette histoire de belle-mère et gendre, qui n'avait pas été donc comprise par Freud, qui dit que c'est interdit d'approcher la belle-mère. En fait, ce serait une métaphore de la mère, donc de l'inceste mère-fils. Alors, l'hypercube, j'ai utilisé pour la parenté. Mais dans la thèse d'État et le livre, je l'ai aussi utilisé donc, pour les tabous. Et donc, j'avais décidé de répartir tous les tabous que j'ai pu trouver chez les Walpiri et d'autres formes de tabous dans d'autres sociétés australiennes. J'ai voulu tout rassembler. Et donc, dans une matrice qui croisait 4 contextes et 4 domaines. Donc, les contextes, c'est le deuil, la socialisation, le totémisme et la fameuse relation belle-mère-gendre. Donc, l'interdit de se rapprocher, qui est très importante pour la raison suivante. C'est que quand il y a un conflit entre 2 hommes, eh bien, puisqu'une belle-mère ne peut pas approcher de son gendre, il suffit qu'une belle-mère s'approche d'un des combattants dont elle est la belle-mère, pour que l'homme soit tellement honteux que le combat s'arrête, et je l'ai vu plusieurs fois en 79. Alors, ce tabou-là a été mésinterprété par Freud, qui a considéré que c'était une métaphore de la relation père-fils. Or, ce n'est pas du tout ça, puisque la relation mère-fils, vous vous souvenez de la géographie, c'est pas du tout les mêmes rapports entre les lignes que la relation des groupes qui sont en relation et les lieux qui sont en relation de belle-mère-gendre. C'est pas le même. C'est tout à fait autre chose. Déjà dans l'espace et ensuite au niveau du soi-disant tabou de l'inceste, eh bien j'ai compris, j'ai mis du temps, mais il m'a fallu beaucoup de rituels et de conversations avec les Walpiri pour comprendre un jour qu'en fait, ce n'était pas l'inceste mère-fils, mais l'inceste père-fille qui était visé. Pourquoi ? Parce qu'au moment de l'initiation des jeunes garçons, quand ils ont à peu près 12 ans, leur est choisie une future belle-mère qu'ils n'épouseront que quand ils seront complètement initiés vers 30 ans. Et donc de ce jour, ces 2 enfants ne peuvent plus se fréquenter. Mais toutes les petites filles et les femmes, quel que soit leur âge, qui sont dans le même groupe de peau que cette petite fille, ne sont pas non plus fréquentables pour ce garçon. Et il doit s'en tenir à distance. Et donc du coup, le jour où il est prêt à se marier, que la petite fille qui lui a été promise, ou une de ses sœurs, réelle ou de peau, devient sa femme, eh bien, il ne risque pas d'épouser sa propre fille. Parce que si jamais il avait eu une relation sexuelle avec une des femmes dans la catégorie interdite et qu'elle était tombée enceinte, ça pourrait être sa fille. Et ceci est repris dans un mythe très très important qui ressemble un peu au mythe de Chronos chez les Grecs, d'Invincible, Wawulcha, qui refusait d'avoir des fils et qui épousait ses filles à l'infini. Et un jour, les filles, ces femmes, et belles-mères, puisque du coup tous les rôles de parenté étaient condensés sur les mêmes femmes, ont caché 2 garçons qui ont grandi tout seuls, se sont vengés de leur père. Le mythe dure plus d'1 heure, mais je résume. Ils se sont cachés et ils ont grandi tout seuls. Et un jour, ils se sont vengés de leur père en
faisant des petites choses comme ça, en embêtant un voyageur étranger qui passait par là et en lui disant bah, c'est l'autre là-bas, l'invincible, qui t'envoyait des pierres. Et donc l'étranger a cherché à tuer Invincible, qui Invincible évidemment n'est pas mort, mais il fut touché aux testicules. Et donc les testicules l'ont empêché d'avancer, il a fini par monter au ciel et il est devenu la constellation d'Orion, mais le pu de ses testicules est rentré dans le sol et les aborigènes, enfin les Walpiri, en rigolant, disent les testicules sont devenus de l'or, le pu des testicules est devenu de l'or. Voilà, l'or qui, eux, ne les intéressait pas avant la colonisation, avant l'exploitation des mines, etc. Bon, donc c'est très important cet enjeu-là. Et donc l'hypercube des tabous, voilà. Vous pourrez peut-être le montrer après. Donc, les domaines, c'est l'espace, on sait pourquoi, qui à la fois explique toutes sortes de tabous. Par exemple, à la mort, il faut quitter les lieux que le mort a habités. Il faut donc quitter le campement, mais avec les maisons à l'époque, jusqu'à la fin des années 80, il fallait quitter la maison. Et là, les maisons restaient abandonnées, ou alors c'était des familles très très lointaines qui pouvaient s'y installer, et encore. Ensuite, il y a évidemment l'évitement spatial avec la belle-mère, et c'est vrai aussi pour le totémisme, puisqu'il ne faut pas s'approcher de certains lieux, et c'est vrai dans la socialisation, puisque il faut rester à l'écart selon, au moment des rituels, entre hommes, entre femmes, entre générations, etc. Le deuxième contexte, c'est le langage, parce que il y a toutes sortes de tabous langagiers, donc aussi bien au niveau du deuil, les veuves ne doivent plus parler pendant 2 ans, au niveau de la socialisation, les jeunes devaient parler, tout dire à l'envers, un peu comme le verlan chez nos jeunes, et ça faisait rire tout le monde. C'était un truc qui s'appelle Chiliwiri. C'était pendant 1 an, il devait fonctionner à l'envers. Dans le totémisme, évidemment, il y a aussi des enjeux de langage, puisqu'il y a énormément de niveaux de secrets. Et puis, dans la relation belle-mère-gendre, de toute façon, ils ne peuvent pas se parler. Donc voilà, c'est un enjeu de langage. Ensuite, pour la sexualité, eh bien, dans le deuil, aux veuves, c'est interdit pendant 2 ans. Dans la socialisation, les hommes doivent attendre très très longtemps avant de pouvoir se marier. Ceci dit, à leur promise, donc, qui est beaucoup plus jeune, la fille de leur future belle-mère. Mais ils peuvent, avant de ce mariage officiel, avoir des relations avec des femmes âgées qui sont veuves. Et donc ça, c'est très important aussi pour comprendre des choses qui ont été dites sur les aborigènes. Moi, je dis toujours, en Australie, les femmes et les hommes étaient polygames. Mais les uns dans l'espace et les autres dans le temps. Mais à vrai dire, les deux dans l'espace et dans le temps. Ensuite, eh bien, il y a le contexte des biens, des échanges, des dons, des restrictions, etc. Voilà. Alors, tout ça a été critiqué par certains collègues ici en France, violemment même. Des collègues, par exemple, qui pensaient qu'il était inutile de lire des travaux sur l'Australie après les années 60, puisque les aborigènes seraient plus authentiques. Des collègues qui ont pu écrire des livres sur l'Australie, et ça continue encore d'ailleurs, sans jamais avoir travaillé avec des aborigènes, et qui ont des théories sur les Australiens. Et donc, par contre, en 1988, quand je vais à Darwin, au grand rassemblement des spécialistes des chasseurs-cueilleurs, c'est un grand rituel qui a lieu à chaque fois dans un pays différent, là c'est à Darwin, j'expose la synthèse de ce que j'ai essayé de vous dire là, avec quelques diagrammes de cette théorie de l'hypercube, et c'est l'enthousiasme pour Marcia Langton, qui est la première professeure aborigène, une activiste, toujours en lutte aujourd'hui, et qui a eu la chaire, pour qui a été créée la grande chaire d'études des peuples premiers australiens à Melbourne. Au départ, elle était géographe, mais c'est une anthropologue extraordinaire qui a travaillé sur son peuple du Queensland et ensuite sur toute une série de sujets. Et donc, je suis un peu rassurée parce que
le feedback des collègues français me bloquait toujours l'entrée au CNRS. Et je rentrerai en 91 quand le livre sera sous presse. Alors, les principales conclusions de ce livre, c'est que j'ai pu expliquer que les groupes totémiques sont interreliés dans une stratégie anti-hiérarchisante qui repose en partie sur un élément commun, la gestion des terres fondée sur des interdépendances complexes. J'ai été fascinée par l'organisation complémentaire entre d'une part des gardiens de certains lieux par affiliation patrilinéaire, c'est le cas pour les Walpiri, et d'autre part les alliés matrilinéaires et par mariage. En effet, les premiers sont appelés kirda, donc c'est la responsabilité patrilinéaire, et sont considérés en anglais, c'est très important ça, comme des boss. Et les juristes ont traduit ça par owner. Et là commence la perversité des traductions foncières. Parce que les Kurdungulu, donc les alliés, pour les aborigènes, en anglais, ce sont des workers, des managers, puis des lawyers, des policemen, c'est-à-dire des gardiens de la loi. Et donc, un groupe ne peut pas être propriétaire de la terre à laquelle il s'identifie, dont il a le gardiennage, sans que des alliés soient là pour lui dire quoi faire. Et donc chacun est maître, boss chez soi, donc sur la ligne, sur les sites et la ligne de rêve dont il porte le nom totémique de rêve, mais il doit travailler pour d'autres lignes avec lesquelles il s'allie, où on se marie et avec qui on a aussi des relations belle-mère-gendre. Et donc ce système d'interdépendance n'a pas du tout été compris par Durkheim, qui s'est axé sur un seul groupe. Donc, grâce à mes modélisations de l'hypercube, j'ai montré aussi que l'échange des nièces, qui donne un rôle très important aux belles-mères, qui choisissent donc qui leurs garçons vont épouser, pas la personne en particulier, mais dans quel groupe on ira chercher leur future épouse, ça ouvre des chaînes d'échange généralisées et plus opératoire chez les Walpiri que l'échange des sœurs, qui se réduit à l'échange réciproque et restreint entre deux groupes alliés. Or, pour Lévi-Strauss, les aborigènes étaient l'illustration de l'échange des sœurs restreint. Mais il fut convaincu par ma démonstration hypercubique, d'autant plus qu'il s'intéressait à la topologie avec la bouteille de Klein qu'il avait mobilisée pour la mythologie dans son livre « La potière jalouse ». Voilà, donc dans les années 90, mon livre va intéresser des collègues australiens engagés dans les revendications territoriales, justement pour montrer l'importance des rituels féminins. Là où les archives anthropologiques témoignent d'un véritable biais mâle excluant les femmes, un biais patriarcal et ethnocentrique. À commencer avec Radcliffe Brown, dont les données sont utilisées dans les revendications territoriales par les représentants de l'État pour reprocher aux témoins aborigènes le fait qu'ils sont métissés, aborigènes par leur mère, et que Radcliffe Brown a dit que la transmission des terres se fait partout de manière patrilinéaire, et que donc ils n'ont aucune raison de revendiquer leurs terres. Je sais que ça fait écho à des choses qui posent problème au Canada. Bon, donc l'Institut des études aborigènes a financé la traduction de 2 chapitres de ce livre, mais il m'a fallu attendre, et c'était pour les aider dans les revendications territoriales, mais il m'a fallu attendre fin 2019 pour que les 2 chapitres soient enfin publiés, donc dans ce livre anglais que j'ai appelé « Indigéniser l'anthropologie » avec Guattari et Deleuze.